discussion, hein, parce que enfin, je veux que, évidemment, je veux vos idées, parce que ça sert à rien que je vous donne toutes les réponses, parce que sinon vous lisez votre cours et puis vous avez les réponses, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Mais c'est plutôt pour ce que vous comprenez la question, comment vous auriez répondu à la question, pour que je puisse vous orienter sur est-ce que vous êtes plutôt bon ou plutôt à côté de la plaque. Allez, je vous mets un petit tableau blanc pour qu'on se mette les sujets au fur et à mesure. Alors, le temps que juste que je me connecte correctement, ça c'est bon. Ça, je peux le fermer. Et donc, notre jam, il est ici. Alors, hop. Alors, Claire Sanson me demande l'accès. Sanson. SA. Voilà, pour Claire. Ensuite, il y avait Myriam, parce que vous ne vous connectez pas avec les mêmes adresses. Myriam. gmail.com. Voilà, c'est fait pour ces deux personnes qui me demandaient l'accès. Et il y avait, c'est tout. Voilà. Alors, je vais d'abord vous proposer peut-être le sujet. Alors, d'accord. Ok, celui-là. Voilà, on va faire ce sujet-là qui a été proposé en 2006. Bon, bien sûr, vous aurez tous les sujets, hein, si on n'a pas le temps de tout traiter. Donc voilà, on vous indique que dans votre contrat de travail, que l'on va vous donner en annexe, il est dit que vous êtes chargé, entre autres, de la mission des ressources humaines. D'accord ? Ensuite, suite à ça, il y avait 2-3 questions concernant qu'est-ce que les ressources humaines, etc., chose que l'on ne va pas forcément voir ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse discuter les contrats de travail. Ensuite, donc, il vous est indiqué de caractériser le contrat que l'on va voir en annexe, d'accord, à l'aide de la grille d'analyse du contrat. Ensuite, il vous a été demandé de préciser l'utilité de la clause de non-concurrence dans ce contrat. Alors, je vais vous mettre le contrat, j'espère que vous allez réussir à tout voir. Il fait une page entière, alors je ne sais pas trop comment ça va passer ici. Voilà, la partie annexe, on s'en tape un peu. La partie signature, on s'en tape un peu aussi. Hein. On va garder vraiment que l'essentiel pour que vous voyez le mieux à l'écran. Voilà. Et on avait une grille d'analyse de ce contrat qu'on vous demandait de remplir. Donc, voilà la grille d'analyse. D'accord. Vous demandez le type de contrat, l'objet du contrat, les parties au contrat, les obligations des parties,
les caractéristiques du contrat, en vous référant à la classification générale des contrats, on va en discuter après, et le tribunal compétent en cas de litige. Je vais vous laisser regarder un peu le contrat, d'accord? Et puis après, on va regarder ensemble comment on aurait rempli cette grille d'analyse. Je vais donner accès à ceux qui m'ont demandé au JAM en attendant. Oui? C'est possible de partager votre écran ou pas? Ah, pardon. Excusez-moi. Hop. Une fenêtre. Voilà. Voilà, donc je vous laisse à l'écran le contrat, d'accord? Et pendant cela, je donne accès à ce Deborah Seloudji. Quelqu'un a son micro ouvert? S'il pouvait le fermer, merci. Monsieur, vous avez fait une petite faute. Vous avez tapé Déborah avec 2 O. Ok, je vais le corriger, merci. Merci. Alors, Déborah, voilà, voilà, je me dis, hop, ça, c'est fait. Je crois qu'il y avait Virginie aussi. Virginie. Ça c'est fait, ça c'est fait, mademoiselle Kiroko. Voilà, je crois que j'ai oublié personne. Alors, une fois qu'on a fait ça, est-ce que Céline veut bien s'occuper du type de contrat? Est-ce que Claire veut bien s'occuper de l'objet du contrat? Donc, on m'a indiqué quel est le type du contrat, quel est l'objet du contrat pour Claire. Vous ne sauvez pas, hein? Je vois qu'il y en a qui se déconnectent du jam. Ok, Nazik. Je lance ça et puis je vous inclus. Estelle, où se trouve le sujet? Je ne l'ai pas mis sur NetCampus. Estelle, pendant l'ordre, hein. Françoise, après de toute façon, il y en aura pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Guillaume. Et ensuite,
Laurine. Voilà. Allez, si vous pouvez répondre à ces petites questions. Alors, Nazik, je vous donne l'accès aussi. Voilà. D'accord, c'est là. Alors, pour le type de contrat, c'était exactement ça qu'on attendait. Pas de problème. Monsieur, je suis désolée, j'arrive pas à écrire dessus. C'est clair, c'est l'objet du contrat. Vous devez utiliser le petit outil de la zone texte là, que je suis en train d'entourer. D'accord ? Alors attendez, montrez-moi. Ah, ok, top, super, merci. Et du coup, excusez-moi, le sujet, en fait, vous l'aviez tout à l'heure montré ou Oui, il est là. Hein. Si vous êtes connecté sur le Jam, vous pouvez vous aussi naviguer de page en page. Et donc, le contrat de travail est là. Comment ? Ah, c'est une annexe, en fait, c'est ça? Voilà, c'était une annexe, le contrat de travail. D'accord, ok. Merci. Et ça, c'était nos questions. Voilà. Oula, Françoise, utilisez plutôt l'outil de texte plutôt que le stylo. Sinon, vous allez galérer. Voilà. Excusez. Ah, non. Oui. Alors Claire, vous pouvez préciser, puisque chargé, on ne comprend pas trop ce que vous voulez dire par là. Oui, pardon, c'est parce que je regardais en même temps le contrat. Pardon. Vous êtes chargé là, oui, vous au niveau de la... Non, mais je voulais mettre qu'elle était chargée des suivis, enfin ses fonctions, je crois. Mais je vérifie. Allez-y. Alors, on va regarder ça tout le monde ensemble, hein, d'accord ? Effectivement, sur le contrat de travail, sur le type de contrat, on identifie assez facilement ici un contrat, bon, je galère avec mon pouce en l'air là, hop. On identifiait donc bien un contrat à durée indéterminée, c'est la réponse exacte que l'on entendait. Quant à l'objet du contrat,
D'accord. Alors, effectivement, c'est un contrat de travail. Mais ici, c'est le poste qui était plutôt visé. D'accord. J'ai le corrigé sous les yeux qui est le corrigé officiel. Et ici, on attendait plutôt poste de diététicien. D'accord. Bon, je vais vous mettre après, je vais vous mettre à l'écran le corrigé, d'accord. Donc ici, plutôt dans la partie objet, on attendait plutôt à ce que on indique que c'était un poste de diététicien qui était l'objet du contrat. Les parties au contrat, pas de souci. Il y a l'employeur, l'association et le salarié. Alors par contre, l'employeur et l'association sont les mêmes, hein, d'accord. Il y a deux parties, l'employeur qui est une association et la salariée qui est la diététicienne. Concernant les obligations, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ce qu'on attendait un peu plus, c'est que vous mettiez les obligations de l'employeur et les obligations du salarié. Mais en tout cas, ce que vous avez marqué n'est pas faux, puisqu'on le retrouve dans le corrigé, notamment l'obligation de rémunération, d'accord, notamment l'obligation de fournir un travail. L'obligation de loyauté, je ne l'ai pas vue, je crois, dans le corrigé, mais elle est très bonne. Pour moi, il n'y a aucun souci. D'accord. Respecter le lien de subordination, vous voyez dans le corrigé, il était indiqué se conformer aux directives de l'employeur, ce qui est ici plutôt bon, respect des tâches, etc. Ce qu'on pouvait rajouter aussi pour l'employeur, c'est de respecter la législation du travail et de donner toutes les conditions aux salariés pour qu'ils puissent exécuter la tâche qui est prévue. Alors, voilà les deux choses qui manquent un peu ici. Mais dans ce type d'exercice, si vous avez au moins 80% des bonnes réponses, généralement, vous avez la totalité des points, parce qu'on pourrait indiquer encore beaucoup d'autres choses. Alors, je vais passer d'abord au tribunal compétent. Oui, Laurine, évidemment, le tribunal qui est compétent, c'est le Conseil des prud'hommes. Petite remarque, d'accord, on va dire Conseil des prud'hommes et non pas prud'homme. Mais si vous marquez prud'homme, vous aurez les points, hein, d'accord. Voilà, si vous mettez conseil de prud'homme, vous aurez les points et en plus le sourire du correcteur. Alors, par contre, Guillaume, je vous avais donné le plus dur. Ici, vous voyez la question est caractéristique en vous référant à la classification générale des contrats. Là, vous ne m'avez donné que des choses qui sont bonnes. Hein. Je n'ai rien à redire à ce que vous voulez, mais en fait, vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas à la question. D'accord. Mais ce n'est pas très grave. Okay. Est-ce que vous vous souvenez des caractéristiques générales d'un contrat? Normalement, vous avez dû voir ça en première année. Le contrat synallagmatique, le contrat à titre onéreux, le contrat, qu'est-ce qu'on a encore, solennel, le contrat formel, le contrat… Ouais, c'est lointain. Enfin, ça me ravive des souvenirs, mais c'est loin. C'est loin, d'accord. Ouais. En fait, il y a toute une classification, il y a une dizaine de critères qu'il faut un peu connaître, hein, d'accord, et qui permettent de dire, voilà, tel type de contrat est un contrat synallagmatique, c'est-à-dire entre deux parties. Tel type de contrat est un contrat à titre onéreux, ça veut dire qu'il y a une contrepartie financière. Tel type de contrat est un contrat d'adhésion, par exemple. C'est un contrat dans lequel on ne peut pas négocier les clauses. Alors, par exemple, ici, alors, sur la page suivante, je vous mets le corrigé, un type. Voilà le corrigé type qui était donné au correcteur, par exemple, qui devait corriger votre copie. On voit que sur la première partie, on n'a pas de souci, que l'objet du contrat, on cherchait à déterminer quel était le poste, que les parties au contrat, on a bien déterminé l'employeur, l'association, et le salarié, le diététicien. Les obligations des parties, on a un peu mieux organisé la réponse en termes d'employeur, verser la rémunération, respecter la législation et fournir aux salariés le matériel nécessaire à l'exécution de son travail. Et pour les obligations encore des parties, pour le salarié, c'est fournir une prestation de travail, évidemment, se conformer aux directives. L'obligation de loyauté, aucun souci, on peut la rajouter. D'accord, on pouvait la rajouter. On aurait pu marquer aussi en fonction du contrat. Alors, je ne sais pas s'il est indiqué, mais l'exclusivité, c'est-à-dire que l'employé, il y a une clause de non-concurrence, durée du contrat, non, il n'y a pas d'exclusivité.
Mais dans certains contrats, bon, non, puisqu'en plus il est à temps partiel, dans certains contrats, il est indiqué qu'on ne peut pas aller travailler ailleurs, d'accord, en dehors de son contrat de travail. Voilà ici. Et vous voyez que pour les caractéristiques du contrat, on va les prendre un par un. Monsieur, là, on n'a pas besoin de préciser la clause. On va la faire Dans les après. caractéristiques. Dans les caractéristiques Ok. du contrat, non, puisque les caractéristiques, c'est celles par rapport à la classification générale. D'accord? Donc, voilà les différentes caractéristiques du contrat. Alors, le contrat cinématique, c'est un contrat entre deux parties. Le contrat à titre onéreux, c'est bien sûr qu'il y a une contrepartie financière. Alors, l'inverse du contrat cinématique, c'est le contrat unilatéral. C'est celui qui n'engage qu'une seule personne. Vous allez me dire, comment un contrat peut engager qu'une seule personne? Une donation. Une donation est un contrat. Or, il n'y a que le donateur qui est engagé. Celui qui reçoit la donation, il n'est pas parti au contrat, il n'a rien dit, lui. D'accord? Un contrat à titre gratuit, ça pourrait être un contrat de prêt contre lequel vous n'avez pas demandé de rémunération. Vous avez prêté votre voiture à votre sœur ou frère. Il y a un contrat. Il y a un contrat de prêt. D'accord? Alors, bien sûr, ce n'est pas un contrat signé, etc. Mais malgré tout, ça fait partie d'un contrat. Et ici, comme vous n'avez pas demandé de contrepartie financière, ce sera un contrat à titre gratuit. Le contrat de travail est un contrat à titre onéreux. Le contrat commutatif, c'est-à-dire que vous donnez, vous recevez. Effectivement, vous donnez, vous recevez exactement la contrepartie financière. Le contrat successif, c'est un contrat qui va avoir lieu tous les mois, qui est répétitif, où il y a une action qui se répète. Un contrat, quand vous achetez une maison, ce n'est pas un contrat à exécution successive. C'est un contrat à exécution instantanée. Vous achetez, vous payez. C'est tout, il n'y a plus rien qui se passe après. Alors qu'un contrat commutatif, c'est un contrat qui demande des actions régulières. Un contrat successif, c'est un contrat qui demande des exécutions régulières. Un contrat d'adhésion, c'est là où je ne suis pas d'accord avec le corrigé, mais après, voilà, c'est ma vision des choses. Un contrat d'adhésion, c'est un contrat dans lequel on ne peut pas négocier les clauses. Or, dans un contrat de travail, on peut tout à fait négocier les clauses. Quand vous allez signer un contrat chez Bouygues Télécom pour adhérer, pour avoir une ligne téléphonique, le contrat, vous ne le négociez pas. Il vous est donné, il est déjà rédigé, vous signez et puis basta. D'accord? Donc, ça, c'est un contrat d'adhésion. Alors, peut-être aussi ici que dans la correction, je vais le barrer un contrat d'adhésion parce que je suis sûr que ce n'est pas bon. Mais il y a eu une réforme des droits des contrats. Hop, je vais mettre du rouge. Voilà. Il y a eu une réforme du droit des contrats en 2016. Alors, je ne sais pas si vous le savez ou si vous l'avez évoqué avec votre enseignant l'année dernière quand vous avez fait les contrats. Mais il y a eu une réforme des droits des contrats en 2016 et le législateur a précisé vraiment ce qu'était un contrat d'adhésion. Donc, comme le sujet date de 2004, je crois, je ne sais plus, de 2006, peut-être que le sujet, en fonction de la législation de l'époque, pouvait dire que c'est un contrat ici, un contrat d'adhésion. Mais ça veut dire quoi, un contrat successif? À exécution. Alors, normalement, on dit un contrat à exécution successive. C'est-à-dire que le contrat de travail, tous les mois, vous allez travailler. Vous allez payer, hop, vous recommencez une période de travail, vous êtes payé, vous voyez, donc il y a des actions qui se déroulent les unes après les autres. Le contraire d'un contrat successif, c'est un contrat à exécution instantanée. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule action. Je vous ai donné l'exemple, un achat. Vous achetez un téléviseur chez Darty, vous achetez, c'est tout. Vous payez. Il y a une exécution de chaque côté des parties. Darty vous fournit le téléviseur, vous faites votre chèque. Vous passez votre carte bleue. Alors qu'un contrat à exécution successive, tous les mois, le salarié va travailler, tous les mois, il va recevoir une paye. Le mois suivant, il repart au boulot, il reçoit une paye. Un contrat de téléphonie, c'est un contrat à exécution successive. Tous les mois, vous payez votre facture. On voit bien qu'il y a plusieurs exécutions qui se répètent les unes derrière les autres. Ça marche. Alors, je crois qu'il y avait aussi un contrat individuel. Il a dû passer la trappe avec mon problème d'adhésion. S'il vous plaît, ne bougez pas.
Hop, pourquoi vous m'enlevez ça, mademoiselle Françoise? Oui, je parlais aussi du contrat individuel. Alors aujourd'hui, par exemple, on dirait que c'est un contrat intuitu personae. Je vais l'écrire. Le contrat individuel ici. Aujourd'hui, on l'appellerait plutôt intuitu personae. C'est quoi un contrat intuitu personae? C'est un contrat qui est fait en fonction de la personne. Donc, le contrat de travail, c'est bien un contrat qui est fait en fonction de la personne. Ce n'est pas un contrat que vous allez signer avec n'importe qui. C'est bien en fonction de la personne que vous avez signé ce contrat. Voilà ce qu'est un contrat individuel. Par exemple, si vous achetez une maison, on s'en fout du vendeur. C'est la maison qui vous intéresse. D'accord ? Vous achetez un pull, c'est le pull de telle marque. Peu importe que ce soit le vendeur X ou le vendeur Y qui vous ait vendu le pull. Ça marche pour tout le monde. Et enfin, un contrat consensuel, c'est un contrat pour lesquels les parties ont exprimé leur volonté. Par exemple, un contrat qui n'est pas consensuel, c'est notamment un contrat, comme je le disais tout à l'heure, un contrat d'une donation. La personne n'a pas forcément accepté de l'autre côté, en tout cas, on ne lui a pas demandé son avis. Donc voilà, toutes ces caractéristiques, si vous voulez, lors d'un prochain cours, on les reprendra toutes, on les expliquera tout et on mettra des exemples de contrats avec les caractéristiques de ces contrats. Je pense que ça serait peut-être bien de se faire un petit rappel là-dessus. Je me note. Caractéristiques des contrats. Voilà pour cette première question donc, qui était relative à l'étude d'un contrat et donc finalement ici au décryptage et au remplissage de ce tableau. La deuxième question, elle est due à l'utilité d'une clause de non-concurrence. Alors, on va d'abord repréciser les conditions d'application d'une clause de non-concurrence. D'accord ? À quoi ça sert d'abord? Quel est l'objet, quel est le but d'une clause de non-concurrence? D'une clause de non-concurrence. Quel est le but de cette clause? À votre avis? De loyauté vis-à-vis de ton employeur? Plus que ça. C'est protéger son entreprise, en fait, si le salarié qui pourrait partir des marchés, prendre, soit donner des informations à la concurrence, soit soi-même voler de la clientèle. Enfin, voler, s'approprier de la clientèle. D'accord. Alors, effectivement, on est plutôt dans ce but-là, d'accord? Et Estelle Nazik avait aussi vu les choses en disant c'est empêcher le salarié d'aller travailler pour un concurrent. D'accord? Donc ça, c'est une bonne réponse. Mélissa nous proposait pour éviter que le salarié aille chez la concurrent après la fin du contrat. La réponse est aussi très bonne. Alors Myriam me dit son activité, je ne comprends pas trop. Pour ne pas que l'employé aille ailleurs après la rupture de contrat ou à son propre compte. Donc, effectivement, d'accord. Donc toutes les réponses là que j'ai lues, elles étaient protéger son activité. Oui, l'entreprise veut protéger. D'accord. Ok, ça marche. Donc ici, donc le but d'une clause de concurrence, je ne dirais même pas le but, enfin, on verra après l'objectif. Alors, on mettra en termes d'objectif. Mais le but, c'est, voilà, le salarié, plutôt, pas comme ça, on va pas marquer le but. L'objet d'une clause de non-concurrence, c'est empêcher le salarié de faire concurrence à son entreprise
si le contrat est rompu, soit en travaillant à son propre compte. Mais est-ce que c'est aussi pendant la durée du contrat? Oui, alors ça, on parlerait plutôt de loyauté, D'accord, ok, ouais, c'est ça que j'avais en tête. puisque la clause de non-concurrence, elle va s'appliquer une fois que le contrat est rompu. Alors, soit en travaillant en son compte ou pour une entreprise concurrente. Ça, c'est l'objet de la clause. Alors, le but, effectivement, c'est de protéger l'entreprise d'une éventuelle perte de clientèle, d'une éventuelle perte d'information qui serait préjudiciable pour l'entreprise elle-même. Donc, le but, c'est de protéger ses intérêts économiques afin qu'elle ne soit pas touchée éventuellement par le départ d'un salarié pour une autre entreprise. Alors, Céline me dit, mais monsieur, cette clause de non-concurrence, elle s'applique pour tous les contrats. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, pourquoi parce qu'il y a une certaine... Vous avez le droit d'aller travailler où vous voulez. D'accord ? On parle bien après la rupture du contrat. Hein. On ne parle pas pendant l'exécution du contrat de travail. Après la rupture du contrat de travail, que ce soit par licenciement ou que ce soit par une démission, d'accord, que ce soit l'une ou l'autre cause de rupture du contrat de travail, tout le monde est libre d'aller travailler où il veut. Tout le monde est libre de s'installer et de créer sa propre entreprise dans le même secteur d'activité d'où il vient. Donc ça, c'est la règle, c'est le principe. C'est la liberté de chacun. D'accord ? Par contre, à ce principe, il y a des exceptions. L'exception, elle est faite par la clause de non-concurrence qui, si et uniquement si elle est insérée dans le contrat, et si et uniquement si elle est pertinente et qu'elle est légale, et on va voir les éléments légaux à respecter, donc elle va s'appliquer et donc l'employé sera tenu de ne pas aller faire concurrence en allant travailler chez un autre ou en s'installant lui-même dans le même secteur d'activité. Donc, ici, il ne faut pas du tout oublier le but, l'objectif. Donc, l'objectif de la clause de non-concurrence, c'est protéger les intérêts économiques de l'employeur. Protéger les intérêts économiques de l'employeur. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, attention. Ouais, une sorte de secret professionnel, si vous voulez, encore que c'est différent, parce que le secret professionnel existe. Hein. Il existe puisque vous pouvez être tenu au secret professionnel dans votre profession. Le secret médical, il existe. D'accord ? Il n'est pas forcément contractuel, il est plus déontologique, mais il existe. Le secret professionnel des avocats, il existe aussi, par exemple. Alors, ici... Monsieur, est-ce que ça peut s'appliquer pour un CDD aussi? Ou c'est uniquement le CDI? Non, pour le CDD aussi. Ok. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'il faut pour que la clause soit légale. D'accord ? Il y a trois choses. Pour que la clause soit légale, donc les éléments de légalité, les éléments à respecter. D'abord, il faut que la clause soit limitée dans le temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas empêcher une personne d'aller travailler, même pour un concurrent, de façon indéterminée. Exactement aussi, Myriam, très bien. Et Mélissa, idem. La clause doit être aussi limitée dans l'espace, c'est-à-dire limitée géographiquement. Et de prévoir une contrepartie financière. Très bien. Alors, on a dit
je vais plutôt marquer d'abord les limites. Les limites de la clause, les limites à respecter. Donc, une limite dans le temps, une limite géographique. Il y a une troisième limite. Quelqu'un pourrait me la donner, puisque je sens que vous êtes bien là, vous êtes chaud. Secteur d'activité, exactement. Alors, secteur d'activité, hein, pas secteur, parce que secteur, c'est la limite géographique, mais on parle bien de secteur d'activité. La clause doit être limitée à un certain secteur d'activité. Évidemment, pertinent. Est-ce que le salarié peut se libérer de cette clause de non-concurrence si elle l'empêche de retrouver un boulot derrière? Non. Non, Guillaume. Je vais rebondir sur votre question après. Je termine juste les éléments et je rebondis sur votre question après. Ce n'est pas le salarié qui peut s'en libérer, c'est l'employeur qui peut libérer le salarié de cette clause. Je vais vous expliquer après. Par contre, effectivement, comme l'avait précisé tout à l'heure, je ne sais plus qui, mais il faut obligatoirement une contrepartie financière. Ça veut dire quoi? C'est comme un dédommagement? Oui. Si on empêche une personne d'aller travailler, il faut la rémunérer. Hein. Exactement. C'est ça. Il faut de la thune. D'accord. C'est-à-dire que, alors, je vais vous en donner une, hein, par exemple, parce que je travaille aussi dans le secteur privé, un de mes clients qui a mis une clause de non-concurrence dans un contrat de travail d'un de ses salariés qui m'a demandé simplement de la vérifier. Donc, on a vérifié le client, il vendait du matériel électrique, d'accord. Donc, on a situé en termes d'activité que l'employé ne pouvait pas aller travailler dans une entreprise ayant le même secteur, c'est-à-dire la vente de matériel électrique à des professionnels, que cette interdiction valait pour les départements, je suis du Nord, hein, du Nord et du Pas-de-Calais et de la Somme, puisque c'est le rayon d'action à peu près de l'entreprise, et que cette clause a été limitée l'interdiction a été limitée à 2 ans. Pendant ces 2 années, le salarié allait toucher 700 € par mois en contrepartie de cette interdiction. Donc, vous voyez que ici, nos 3 limites étaient bien respectées et qu'il y avait bien la contrepartie financière. Si un des éléments fait défaut, si par exemple on a dit dans le monde entier, alors qu'il n'y a aucun intérêt à limiter dans le monde entier, par exemple on aurait pris un temps trop excessif, généralement une clause de non-concurrence c'est 1 an ou 2 ans. Hein. C'est pas plus tard. Imaginons qu'on aurait dit pendant 20 ans, la personne n'a pas le droit d'aller travailler. Quel est l'intérêt pendant 20 ans? C'est parce que l'entreprise sera pendant 20 ans. Donc il faut que chaque élément soit malgré tout pertinent, même s'il existe, il faut aussi qu'il soit pertinent par rapport aux intérêts, toujours à l'objectif. Protéger les intérêts économiques de l'employeur. Il faut garder l'objectif en tête et se dire, est-ce que le fait de limiter quelqu'un d'aller travailler en Belgique protège les intérêts? Si l'entreprise n'a aucun client en Belgique, il n'y a pas d'intérêt puisque nos clients ne sont pas là-bas. Voilà pour la clause de non-concurrence. Alors, si maintenant on veut répondre clairement à la question est la suivante. Préciser l'utilité de la clause de non-concurrence dans ce contrat. Je vais juste la réafficher, d'accord, et on va en discuter. Alors, compte tenu de la nature de vos fonctions, vous ne devrez pas, en cas de cessation du présent contrat, entrer au service d'une entreprise concurrente. Alors, d'abord, on a un problème, c'est que notre clause de non-concurrence ici ne limite pas l'interdiction en termes de temps et ne limite pas l'interdiction en termes de géographique. Bon, pareil, la clause ne prévoit pas de contrepartie.
Puis la clause, elle parle d'entreprise concurrente alors que c'est une association. Ouais. Mais surtout, il y a encore autre chose. Mais c'est le contenu de la nature de vos fonctions n'a pas tellement de sens. Voilà. Est-ce qu'une diététicienne détient des choses hyper importantes qui pourraient causer du tort même à une association? Clairement, on ne voit pas trop l'utilité d'une telle clause dans le sens où même si la diététicienne allait travailler ailleurs, elle ne connaît pas forcément le fichier client, elle ne connaît pas les comptes de l'entreprise. Bon, elle détient assez peu d'informations qui pourraient éventuellement porter préjudice d'un point de vue économique à l'entreprise. Donc clairement, ici, la clause déjà, elle pose de nombreux soucis en termes de validité. Et deux, on n'y voit pas trop l'intérêt. D'accord ? Donc, à mon avis, cette clause, elle n'est pas très applicable et je pense qu'on ne pourrait pas de toute façon l'appliquer. Et si elle était soumise au juge, le juge dirait votre clause, elle est naze. Alors, je vais répondre aux 2-3 questions que vous posiez là, notamment Guillaume qui me disait est-ce qu'on peut se libérer? Non, l'employé ne peut pas se libérer puisqu'il a adhéré à cette clause, d'accord? Il a signé son contrat, donc il a exprimé sa volonté. Il a adhéré à cette clause, donc l'employé ne peut pas s'en libérer, d'autant plus que la clause est faite pour protéger l'employeur. Par contre, il est tout à fait possible que l'employeur libère le salarié de sa clause. À ce moment-là, ils vont signer un petit truc, monsieur, je vous libère de votre clause, et à partir de là, vous avez le droit de travailler. Par contre, je ne vous paierai pas les 700 balles que j'avais prévues. Ça, c'est tout à fait possible. Il arrive souvent que les employeurs le font parce que finalement, généralement, la contrepartie est exprimée avec un pourcentage du salaire. Et quand l'employeur il s'aperçoit que ça va lui coûter quand même cher, il fait un peu le ratio, qu'est-ce que je risque? Bon, allez, il va me piquer 3-4 clients. Bon, après, c'est le jeu. S'il travaille pour quelqu'un d'autre, voilà, c'est tout. Je perdrai certainement moins plutôt que de lui payer autant. Donc, de temps en temps, il arrive que les employeurs libèrent les salariés de cette clause de non-concurrence. Ça, c'est la première chose. Alors, Nazik me demande l'indemnité qui est versée aux salariés est choisie par l'employeur ou cela est en quelque sorte fixé par rapport au temps. Alors d'abord, elle est négociée, cette indemnité, d'accord, entre l'employeur et l'employé. Alors bien souvent, c'est l'employeur qui la propose. Dans tous les cas, ça ne peut pas être une somme dérisoire. Plusieurs affaires sont arrivées devant la Cour de cassation puisque l'employeur a dit moi je lui donne 10 € par mois. D'accord ? Il y a une contrepartie, 10 €. Toutes les autres clauses, toutes les autres limites sont respectées. Ma clause, elle est bonne. La personne n'a pas le droit de travailler. Moi, je lui verse 10 € par mois. Le juge a précisé que la contrepartie ne pouvait pas être dérisoire. Il fallait qu'elle soit assez conséquente. Alors, en général, on est plutôt aux alentours, il n'y a pas vraiment de limite, mais entre 20 et 40% du salaire qui était perçu avant. Alors, Françoise, sauf si elle travaille dans un magasin comme Natura House. Peut-être, oui, alors on n'a pas de précision, mais je pense qu'elle est plutôt dans une association qui fait des repas à domicile, des choses comme ça. Alors, on pourrait y voir une utilité. Alors, après, vous verrez que le corrigé dit si l'étudiant arrive à justifier que la clause a une utilité, on accepte la réponse, c'est tout. Mais il faut réussir à le justifier. Moi, si j'avais traité le sujet, j'aurais dit il n'y a pas d'intérêt économique pour l'entreprise, elle n'est pas en possession d'éléments qui puissent nuire ou porter préjudice d'un point de vue économique à l'entreprise. Par conséquent, la clause ne lui est pas applicable, en plus des problématiques de mention manquante. Alors, Virginie me dit, et si le salarié outrepasse cette clause, que se passe-t-il? Alors, c'est arrivé, je l'ai vu, d'accord. Un salarié est venu travailler chez un de mes clients alors qu'il avait une clause de non-concurrence. D'accord. Il a travaillé, je crois, 1 mois, voire 2 mois. Et son ex-employeur s'en est aperçu. A téléphoné à son nouvel employeur en lui disant « Attention, monsieur, vous êtes en train de prendre quelqu'un qui a une clause de non-concurrence. » Donc, 2 problèmes. D'abord, pour l'employeur qui a recruté une personne malgré la clause de non-concurrence.
Donc lui, le problème, il va être vite réglé. S'il n'avait pas connaissance de la clause de non-concurrence, il est en dehors. Par contre, si, en dépit de sa connaissance de la clause de non-concurrence, il a quand même pris la personne, là, il pourra éventuellement être condamné à des dommages et intérêts vis-à-vis de l'ancien employeur en fonction d'un préjudice qui aurait pu être commis. Quant à l'employé, lui, il n'a pas respecté son engagement. Donc l'employeur, pareil, pourra l'assigner au tribunal et lui demander des dommages et intérêts en remboursement des montants qui ont été versés, plus éventuellement, s'il y a eu de la concurrence et que l'employeur arrive à déterminer, son ancien employeur arrive à prouver qu'il a perdu du chiffre d'affaires, l'employé peut être amené à rembourser le chiffre d'affaires ou être condamné à des dommages et intérêts pour couvrir le préjudice connu par son ancien employeur. Voilà, je pense que j'ai répondu à vos questions. Je vais vous mettre le corrigé qui était indiqué, donné. Le temps juste que je le retrouve. Oui, d'abord, il donnait une définition, interdit au salarié de créer son entreprise potentiellement concurrente à l'employeur. Bon, voilà, ça revient à peu près à la définition, la nôtre est peut-être un peu plus précise. Et dans ce cas, le diététicien ne manipule pas d'informations stratégiques. De plus, le partenariat avec ce type d'intervention est fortement conseillé, donc cette clause n'a pas d'intérêt. Mais il était indiqué, de plus, le partenariat dans ce type d'intervention est fortement conseillé, donc cette clause n'a pas d'intérêt. Lui, c'était peut-être par rapport au sujet, on n'a pas tous les éléments du sujet, mais dans tous les cas, vous voyez que la première justification, c'est qu'il ne manipule pas, il ne détient pas d'informations importantes qui pourraient nuire à l'entreprise si ces informations elles étaient mises au service d'une autre entreprise. Et vous voyez que malgré tout, on indique au correcteur que si la justification est correcte, un étudiant peut y trouver un intérêt. Je pensais à Françoise tout à l'heure qui nous dit oui, mais si elle travaille dans un magasin comme Natura House, etc., si vous arrivez à justifier, et clairement dans les questions de droit, une bonne justification peut amener à une solution différente. Je pense notamment en droit des contrats ou en droit de la responsabilité civile, par exemple pour le non-respect d'un contrat ou pour une cause de force majeure, par exemple. Si vous arrivez à justifier qu'il y a force majeure, par exemple, et que vous dites, alors à ce moment-là, il n'était plus lié par les obligations du contrat, ou en tout cas, il peut s'exonérer de sa responsabilité d'inexécution contractuelle parce qu'il y a un cas de force majeure et que vous arrivez à justifier la force majeure, c'est tout à fait acceptable, alors que d'autres, par exemple, vous voyez, est-ce qu'aujourd'hui, le Covid, c'est encore un cas de force majeure pour le non-respect d'un contrat? Moi, je ne pense pas. D'autres pourraient le penser, c'est juste une histoire de point de vue. Je ne pense pas parce que pour que ce soit un cas de force majeure, il faut que ce soit imprévisible. Or, aujourd'hui, alors même si le Covid est imprévisible, oui, mais dans tous les cas, on sait qu'il existe. Donc, on doit pouvoir, dans les contrats, donner des... on doit pouvoir exclure la force majeure à cause du Covid parce que aujourd'hui, tout le monde sait que si vous prenez un billet d'avion, vous risquez de ne pas partir. Alors qu'il y a un an, au premier confinement, là d'accord, parce que c'était imprévisible d'avoir ce type de confinement et l'impossibilité notamment de répondre à certains contrats. Voilà. Est-ce que vous étiez perdu ou est-ce que, par exemple, un sujet comme ça, vous auriez réussi au moins à le traiter au-delà des 50%? Tout ce qu'on a dit là, ça vous rappelle des souvenirs, ce n'est pas des choses complètement inconnues, vous n'étiez pas perdu. Oui, monsieur, je pense que ce serait intéressant de faire ce que vous avez dit sur les contrats, les différents contrats, les classifications, ce serait super ça. Je vais prendre toutes les caractéristiques et puis on en trouvera des exemples. Ça serait top. Ouais. L'exercice. Je me le note pour la fois prochaine et on commencera par ça. On fait pas. Ah oui, c'est vrai, on avait un caout à faire. Je vous le mets en ligne, vous me le faites pour quand vous avez le temps, d'accord?
On fait comme ça? Voilà, je vous mets, c'est vrai qu'on avait que il était prêt, puis je l'ai zappé. Je vous le mets en ligne et puis vous me le faites pour, on va dire, pour la fin de la semaine. Avant la semaine prochaine, je mettrai une date limite avant dimanche soir. Ça marche? Voilà, bah écoutez, on se revoit au prochain cours, je ne sais pas quand, mais on se revoit. Je vous dis bonne soirée à tous, à bientôt. Vendredi, ça marche. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.